Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller, nudging him wide as well. Miller and Mir, side to side, they race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la présentation de la saison 2022 dans les catégories Superbike, Supersport et Supersport 300. Le calendrier s'est récemment étoffé avec une clôture de saison en Australie sur le très beau circuit de Phillip Island. Au total, ce sont 12 week-ends de courses répartis entre le 8 avril et le 20 novembre. Chaque week-end, ce seront 7 courses disputées, une dans chaque catégorie le samedi, idem le dimanche, avec en plus la course sprint des Superbikes. Je laisse la parole à Pierre et Paul pour un peu plus de détails. Superbike et toutes les catégories donc qui en sont dérivées. Paul, qu'est-ce que tu avais comme remarque particulière sur ce point, sur ces catégories? Je te fais une parenthèse, tu veux commencer par le 300 ou le Superbike, Supersport et pas le 300? Ouais, commence par le 300. Ouais. Écoute, pour le 300, pas forcément grand-chose à noter. Il y a quand même le départ d'Ana Carrasco qui retourne en Moto 3 et Adrian Huertas qui monte en 600. Donc ça, c'était le champion de l'an dernier. Donc on va forcément avoir un nouveau champion. Après, pour le 300, bon, c'est une catégorie d'appel. Donc on va avoir du spectacle comme d'habitude et voilà. Là, ça va être difficile de détecter de suite qui va pouvoir tirer son épingle du jeu tant les courses sont disputées. Et en 600 alors tu vois qui? Le problème du 600 c'est que enfin le 600 voilà, qui est plus du 600 en fait. C'est ça le Supersport. Le problème ça va être de savoir comment moi la grosse question c'est ça pour donner un pronostic, c'est de savoir comment ils vont réussir à accorder toutes les machines entre elles. J'aimerais forcément que le GMT gagne le titre pilote, forcément. Cluzel, ça fait des années qu'il court après. Mais voilà, ça va vraiment dépendre des autres machines et notamment de la Ducati qui fait un peu apparemment figure d'épouvantail dans la catégorie pour la saison prochaine. Pierre, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pour le 300, je vais continuer à suivre les Français, notamment Dissora qui avait gagné une course l'année dernière. Ouais. Et il y aura aussi donc De Cancellis qui reste dans la catégorie et Sylvain Marcarian. Donc voilà, suivez un peu les Français. J'ai vu qu'il y avait effectivement aussi Tom Boussamos qui monte en 600. Donc aussi un gros client de la catégorie 300 qui part. Donc il y aura certaines cartes qui vont être redistribuées l'année prochaine. J'ai vu que le Vignales Racing Team va continuer à rouler. Je tenais à le signaler parce que l'année dernière, ils ont connu quand même la perte de Dean Bertha, Vignales, donc, et que c'était aussi la première saison qui se lançait le team, avec aussi les déboires qu'on a vus entre Vignales et Yamaha. Donc, il pouvait y avoir plein de faisceaux d'indices qui disaient qu'ils allaient peut-être s'arrêter là. Mais je vois que apparemment l'académie continue son travail et donc c'est bien. Je connais pas du tout les pilotes qui vont rouler du coup pour le team, mais c'est bien de voir que ça puisse continuer quand même. Ouais. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire sur les pilotes que je connais vraiment pas. Il y a beaucoup de nouveaux ou d'inconnus, donc à voir ce que ça donne. Ils ont aussi réduit la voilure, ils sont à 30 pilotes engagés. On râlait beaucoup ces dernières années avec les différentes tentatives de faire 2 groupes et puis après de mixer en fonction les 15 premiers du groupe A, les 15 premiers du groupe B font une course. Enfin bon, bref, c'était un bordel pas possible. Là, 30 pilotes, c'est déjà mieux. Ouais, c'est plus raisonnable, je trouve. Ouais. De toute façon, c'est les nouvelles réglementations Dorna liées au décès. Pour le 600, on va souhaiter bonne chance au GMT qui verront aligner donc un pilote d'expérience et un pilote en devenir, mais qui avait marqué quand même les esprits par des bonnes performances, même s'il n'avait pas pu finir les courses, il me semble. Concernant les cylindrés, je vais me répéter. Pour moi, de toute façon, on ne pouvait pas rester en l'état. Encore une fois, la 600, la R6, qui est quand même la moto phare de la catégorie jusqu'à là, n'est plus vendue au catalogue Yamaha, à part en version piste. Donc voilà.
Il me semble que la CBR 600 Honda n'est peut-être plus commercialisée non plus, ou n'est plus du tout évoluée depuis 5 ou 6 ans. Ouais, c'est pas compétitif, ouais, quoi. c'est ça. Kawasaki, il reste un peu sur le créneau, et après, c'est tout ce qui roulait, quoi. Suzuki avait arrêté. Il y avait MV Agusta avec mais c'était un 3 cylindres 675. Et puis c'est tout, quoi. Donc c'était une catégorie qui ne reflétait plus la production actuelle en termes de vente de motos de série. Et donc pour un championnat de moto de série, ça n'était pas adapté. Après, que ça continue à s'appeler le World Super Sport 600 n'a plus de sens. Il faudrait renommer la catégorie, ça je suis d'accord. Après voilà, c'est sûr que là, entre les architectures bicylindres, non, il y en a pas. Si, il y a des gros bicylindres, des 3 cylindres assez gros, et des petits 4 cylindres. Ça va être bizarre, parce qu'MV Agusta, du coup, eux, ils ont laissé tomber la 675, ils prennent la 750 en 3 cylindres. Ducati débarque avec son V2 presque 1000 cm3. Et on a aussi la Suzuki SXR 750 qui est homologuée, qui n'a pas de team cette année, mais qui est homologuée. Si jamais demain un team veut débarquer avec cette moto, c'est possible. Et du coup, la Kawasaki 600 et la Yamaha R6. D'ailleurs, Kawasaki, il faudra voir s'ils introduisent pas le 636 qu'ils ont aussi en moto de série. Ouais, faut voir, ouais. Et puis voilà, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, les Ducati, ils ont un beau line-up. Je trouve, ils ont quand même vu les gars qui viennent du Moto 2. On sait que les pilotes Moto 2 sont relativement rapides quand ils débarquent dans cette catégorie. Il y a Oli Bellis qui est là quand même, bon, de par le nom, hein, bien sûr, mais qui avait montré des choses intéressantes a priori en championnat australien, même s'il s'est pris une belle gamelle aux essais. La catégorie va être très très disputée à part ça, entre Cluzel, Agarter, j'en oublie sans doute. Ouais, c'est une catégorie qui est très resserrée. Ouais. Hein. Ouais, et puis hâte que ça commence, hâte de voir ce que ça donne en piste. Et j'ai confiance en la Dorna, vu ce qu'ils ont fait en Superbike. J'ai vraiment confiance pour qu'ils trouvent des réglages suffisants pour équilibrer le plateau. Là-dessus, j'ai pas de doute. Même si, effectivement, je comprends que les équipes comme le GMT soient inquiètes avec la nouvelle réglementation, ce qui est légitime aussi. Ouais, moi, juste la petite remarque, effectivement, le championnat du monde s'appelle World Super Sport maintenant. Il n'y a plus de dénomination de cylindrée. Et je vais relayer donc les remarques de Stéphane qui lui parlait carrément de championnat faussé, donc pour la cohabitation entre les 600, 800, voire presque 1000. Moi, j'ai du mal à qualifier ça de faussé, mais comme tu dis, va falloir vraiment s'atteler très vite à niveler le plateau, parce que j'ai l'impression effectivement que ça va être très très disparate. Donc il va falloir vite s'atteler à ça. Je pense que ça va être le gros défi pour la Dorna, pour faire en sorte d'introduire, que cette introduction de nouvelles cylindrées prenne et soit génératrice de compétitivité, quoi. Parce que comme tu dis, c'était une Cooper 6 avec quelques coups d'éclat d'autres de temps en temps. Donc là, ça va amener un petit peu de sang neuf et il va falloir que ce soit vite propre. Et lui, il s'étonnait plus sur le choix de Verdoya par rapport à Debise. Il trouve Verdoya peut-être un petit peu en retrait en termes de perfo par rapport à Debise, bon, qui a vraiment pas eu de chance l'année dernière. Et Stéphane pensait qu'il était un petit peu meilleur sur le papier. Ma foi, on verra. Moi, je suis content que Verdoya ait quand même sa chance, parce que c'est un pilote que je trouve attachant, qui se bat, quand on l'a croisé à de rares moments, c'était quelqu'un qui était très très impliqué, je trouve. Donc voilà, faut voir. Après, la politique du GMT, elle a toujours été donc de promouvoir à la fois des pilotes expérimentés et des jeunes pilotes. Avec Perolari, ça a duré le temps que ça a duré, mais Perolari a eu une belle carte à jouer. Maintenant, c'est Verdoya qui l'a, donc à lui de la saisir, quoi. Moi, je le vois comme ça.
Oui, je pense que tu as raison. Je pense que Davies n'a pas mérité aussi le guidon. Après, faut pas oublier que le GMT fait un gros travail pour l'éclosion des jeunes en mondial. Je pense qu'ils sont aussi partis là-dessus. Verdoya, il est jeune. Je crois qu'il a moins de 20 ans encore. Davies, il a la trentaine. Bon, bah, c'est comme ça. De toute façon, fallait faire un choix. Bon. Et j'ai aussi une dernière remarque que j'ai oublié de citer. On parle beaucoup des cylindrées en termes de puissance et d'accélération. Mais il faut pas oublier que et c'était un problème qu'il y avait déjà par rapport au MV Agusta, qu'il y a beaucoup de motos, les nouvelles motos, je pense notamment au Triumph, au MV Agusta et au Ducati, qui sont équipés par défaut de freins Brembo, notamment, alors que les motos 600, pas forcément, c'est du Nissin tout simple, et que la réglementation aujourd'hui interdit de toucher au freinage d'origine de la moto. Donc ça va engendrer aussi un décalage en termes de performance sur ces aspects-là. C'est pas pour dénigrer les freinages de série qui sont de toute façon de très bonne qualité, on n'est plus dans les années 60. Mais oui, quand t'es équipé en Brembo d'origine, oui, ça mord plus fort par défaut, quoi. Donc faut faire attention à ça. Pour les fourches d'origine, je sais pas s'ils ont le droit de changer, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est sûr que quand tu prends une Ducati V2 à presque 15 000 euros, neuve, il y a de l'équipement dessus d'origine qui est quand même de qualité. On parle de Hollins et Brembo. Alors que tu prends une Yamaha R6, t'es plus dans les 8 000 balles. T'as pas tout à fait les mêmes finitions derrière, quoi. Donc ça joue aussi, pas qu'en termes de moteur. Voilà. Ouais, c'est global. Hein. Le package, il est assez global. Et aussi, petite précision, donc Andy Verdoya, effectivement, il a moins de 20 ans. Il aura 20 ans le 30 octobre 2022. Donc, au cours de cette saison. Donc, c'est jeune. Hein. Oui. C'est jeune et c'est une belle chance. Donc ça, on verra assez vite ce que ça va donner. On va passer au Superbike, donc les 1000. Qu'est-ce que tu en penses, Paul ? Sur le Superbike, on va avoir beaucoup de choses cette saison. Entre le retour de Bautista chez Ducati, Honda qui a changé son line-up avec les deux genoux, Vieré et Lequena, qui arrivent un du Moto 2, l'autre du Moto GP. Lequena, il est déjà blessé dès les premiers essais, ça s'annonce fort. Moi, j'attends de voir si Razgatoglu va confirmer ou si Réa va lui remettre des bâtons dans les roues et va récupérer ce qui lui est dû. BMW qui a fait un gros coup quand même pour moi, je trouve, en récupérant Redding. Baz aussi qui revient dans le championnat. Voilà, ça commence à faire beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on a ? On a Vandenmark aussi, je me demandais ce qu'il allait donner pour la saison prochaine, parce que mine de rien, ça fait quelques années qu'il est là, et je trouve qu'il manque quelque chose pour aller vraiment jouer ses chances pour le titre. Pour moi, il est plus là pour faire des podiums ou quelques coups d'éclat, mais moins sur une longue saison. Vandermark, c'est un top 5 régule, mais il passera pas le step. Et puis pour une autre question, on a aussi Locatelli, il a fait une super saison de rookie l'an dernier, donc à voir ce que ça va donner. Et chez Kawasaki, pour le coup Cocorico, Lucas Mayas va pouvoir refaire une saison complète, en espérant qu'il soit oublié par les blessures. Donc, j'espère qu'il va nous faire régulièrement des top 10 et pourquoi pas mieux. Et puis j'ai pas trouvé l'info par contre de savoir si Sykes, qui a été remercié par BMW, avait finalement signé chez Pellercini ou pas. Je sais que Cresson prolonge chez Pellercini, mais je sais pas s'ils engagent une deuxième moto, et du coup avec Sykes dessus ou pas, j'en sais rien. De ce que je sais, pour rebondir sur Tom Sykes, il regarde plutôt côté British Superbike et moto américain. Ouais. Dommage, parce que il faisait quand même tu vois, par rapport à Vandenmark, mine de rien, il était, pour moi, il était plutôt devant, et il est en dessous, on le voyait quand même en super pole. Maintenant, il y a peut-être aussi le jeu des nationalités, Vandenmark est hollandais, peut-être qu'avec BMW ça passe mieux, ou je sais pas. Enfin voilà quoi, c'est dommage pour ce pilote-là. Qu'est-ce que t'en dis, Pierre ? Ouais, pour reprendre, alors le retour de Bautista, je sais pas quoi en penser, je pense que c'est une erreur. C'est toujours une erreur de revenir avec son ex à qui on a eu des bons moments. Voilà, après, il a pas démérité quand il était venu, il a fait une deuxième partie de saison ratée, mais la première partie de saison était exceptionnelle.
Ouais, je pense que c'est une erreur. La moto a changé, lui il s'est pas amélioré, il a pris de l'âge. Je vois pas en quoi ça pourrait être une réussite. Je dis pas que ça va être un raté total. Hein. T'aurais pris qui alors du coup? Moi j'aurais gardé Redding. T'aurais gardé Redding? Gardé Redding. Ouais. Carrément, Redding il a moins de 30 ans, il va avoir... ouais. Bautista il est à 37, 38 cette année. Bref, c'est pas que l'âge, hein, mais je pense qu'en termes de progression, Redding il peut encore faire des belles choses. Concernant Razgatlioglu, clairement c'est le favori du championnat. Je vois pas Rea remarcher sur le championnat comme il avait fait depuis 8 ou 9 ans avant l'année dernière. Razgatlioglu est très fort, je le vois pas perdre les pédales. Je dis pas que ça va être facile, hein, Rea va se battre plus que jamais. On va encore avoir des belles bagarres, c'est sûr. Mais je le vois plus dominer le championnat et je pense que Razgatlioglu a une bonne chance de faire le doublé avant d'éventuellement de partir en MotoGP. C'est le seul de la catégorie que je vois aujourd'hui qui peut intéresser les teams MotoGP. C'est Razgatlioglu. Redding chez BMW, c'est une erreur. Je comprends pas le choix de pilote. Pour BMW, c'est une aubaine, bien sûr. Mais la moto, elle est pas bonne. Tout le monde est passé dessus ces dernières années. Il y avait Sykes, il y avait Laverty, il y a eu Baz avant, il y a eu Van der Mark. Top 1, ça marche pas. Je sais pas pourquoi Redding va s'enterrer là-dessus. Baz y revient, mais c'est parce que c'était la seule porte ouverte. C'est une bonne question. Voilà. Van der Mark, j'y crois plus. Et la meilleure machine qu'il a jamais eue, c'était chez Yamaha. Après, j'espère me tromper. Peut-être que BMW, en fait, pour moi, c'est plus la moto qui est un cran en dessous des autres, pas forcément le talent pur de ses pilotes. Mais je vois pas, tu vois, c'est pas champion du monde avec une Ducati ou avec une Yamaha. Je vois pas comment avec une BMW, je pense à Redding ou Van der Mark, ça peut marcher. Pour BM, alors pour continuer sur BM, le vrai révélateur, ça va être intéressant, ça va être effectivement Baz. Parce que Baz, il a quand même fait quasiment toute la saison dernière en Moto America, et quand il revient en fin de saison faire quelques courses en Superbike sur une Ducati, on voit tout de suite qu'il est très performant, il fait de très bons résultats et voilà quoi, enfin il a une bonne moto et il est devant, et donc intrinsèquement il n'a pas perdu de sa vitesse. Donc moi de mon point de vue, il va toucher une BM, on va voir ce que ça va donner, et ça va être à mon avis le vrai révélateur de la moto, parce que Van der Mark, il a eu des bonnes opportunités, il n'a pas su les saisir, donc pour moi c'est un pilote qui arrivera jamais à passer un step supplémentaire, mais ça reste un très bon pilote de la catégorie, tu vois, typiquement comme un Aslam. Aslam, ça a été un bon pilote dans la catégorie il y a 5-6 ans, comme un Melandri par exemple. C'est des pilotes qui étaient compétitifs et rapides, mais qui n'étaient pas en passe d'aller vraiment embêter Rea sur une saison. Mais ils sont pas pour autant mauvais. Typiquement, c'est ce qu'a réussi à faire Bautista sur une demi-saison. C'est vraiment un autre statut, quoi. Moi, je le vois comme ça. Et puis, ouais, moi, Baz, forcément, ça va être intéressant de le voir. Hein. Moi, j'ai envie de le voir devant. J'ai envie qu'il soit sur une moto compétitive, donc on verra. Après, pour continuer, Locatelli, oui, ça va être un client. Franchement, c'est le plus gros... celui qui a la plus grosse marge de progression et le moins de pression en fait, hein, parce que c'est pas un team officiel. Je pense que voilà, il va être présent. Honda, pour moi il y a rien à attendre. Je dis pas qu'ils vont rien faire, je dis juste que la moto est pas très bonne, hein. Bautista s'est cassé les dents dessus pendant 2 ans. Virer le Kona, bon, c'est les pilotes de mon niveau mondial, même s'ils n'ont pas réussi à faire plus que quelques courses par-ci par-là en Moto 2 ou en MotoGP. Et donc voilà, pour moi, si ça arrive à accrocher régulièrement les top 10, ça sera déjà bien. Lucas Maya, je suis super content de le voir continuer. L'année dernière, il a eu une saison tronquée, mais il avait quand même réussi à se montrer justement lui régulièrement dans les top 10.
Voilà pour le plus gros du plateau. Concernant Ducati cette année, je vois pas trop. Le départ de Redding fait mal pour moi. Ils ont baissé en qualité du line-up, je trouve. Un peu déçu. Ouais, on verra. Après, ce que disait Steph, donc il était content évidemment du retour de base, une grosse attente au niveau de la bagarre Toprak-Rea, donc on va voir ce que ça va donner. Il notait aussi le Catelli, ce que tu as dit. Par contre, il pestait un petit peu contre le fait que Kawa soit toujours bridé. Alors je sais pas trop comment est-ce que la Dorna gère ça. Je sais pas. Ouais, c'est par rapport aux résultats en course aussi. Ouais. Et en vitesse pure. C'est vrai que Kawasaki a sorti une nouvelle moto l'année dernière, donc rapidement ils ont reçu des brides pour que ça fasse niveau égal avec la concurrence. Mais comme Rea a surperformé également, je vois pas pourquoi ils supprimeraient ces brides, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Est-ce que tu veux réagir sur ce qu'on a dit? Non, rien de plus. À souligner juste la note que j'avais aussi, c'est que pour moi Ducati, je comprends pas leur logique d'équipe en fait. Rinaldi, Bautista, pour moi c'est pas une équipe pour jouer devant, que je comprends pas. Mais bon, après Rinaldi a pas fait une super saison l'an dernier, donc peut-être que là cette année il va être au niveau où on l'attend. On verra. Voilà, vous avez les grandes lignes de cette nouvelle saison qui démarre donc le 8 avril à Aragon. Vous retrouverez les résultats et faits marquants de ces courses dans les épisodes de Sekiro Pole, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans vos applis de podcast et à venir nous retrouver sur Discord. Salut à toutes et à tous.